saturé d'odeurs de fer et d'huile que les destins se forgeaient. Au sens propre comme au figuré. Pour Paul Raspe, un homme de 42 ans dont les traits trahissaient la rigueur analytique. Cet espace était à la fois un sanctuaire et un laboratoire. Ingenieur elektricien de profession. Ayant consacré une grande partie de sa carrière aux projets complexes de l'administration nationale, de l'aéronautique et de l'espace, il abordait la forge amateur avec la même précision quasi chirurgicale qu'il appliquait autrefois au circuit des navettes spatiales. Chaque phénomène physique, chaque courbe de température, chaque phase de traitement thermique n'était pas pour lui un mystère mystique, mais une suite d'équations logiques qu'il convenait de maîtriser. Il se souvenait encore de cette discussion informelle qui avait déclenché sa fascination pour les méthodes de fortune. Quelqu'un lui avait demandé comment il comptait s'y prendre pour fabriquer un outil fonctionnel dans des conditions extrêmes. La réponse avait fusé, implacable. Avec un simple briquet et une lame façonnée à partir d'un pare-choc de voiture. Cette idée que l'on pouvait plier la matière à sa volonté, avec presque rien le habitait depuis lors. Devenir forgeron était une suite logique pour cet ingénieur. Une manière de toucher du doigt la réalité des lois thermodynamiques. À ses côtés se tenait Cody Adelson. À 29 ans. Ce jeune homme affichait l'enthousiasme brut de ceux qui ont trouvé leur vocation sur le tard. Forgeron amateur depuis seulement 2 ans. Il compensait son manque d'expérience par une curiosité insatiable et une audace rafraîchissante. Pour parfaire ses compétences avant de se lancer dans l'arène, Cody n'avait pas hésité à contacter Tyler Akbar, le vainqueur légendaire du tournoi de l'armée. Tyler lui avait transmis les secrets du métier, lui montrant comment écouter le métal et anticiper ses réactions. Le métier de forgeron, comme Cody aimait à le répéter, lui avait surtout montré tout ce qui lui restait à apprendre de son mentor. Le troisième homme de ce quatuor initial était Gary Riemann. À 23 ans seulement. Il affichait pourtant une expérience de 5 années dans l'art de la forge amateur. Pour Gary, la forge était avant tout un espace de camaraderie et d'effervescence. Lorsqu'il se retrouvait dans l'atelier avec ses amis, le lieu se transformait en un véritable bazar où les éclats de rire fusionnaient avec les étincelles. Tous les forgerons qu'il connaissait partageaient cette même caractéristique. C'étaient de grands passionnés, des marginaux de la technologie. Des passionnés de culture imaginaire qui trouvaient dans le traitement du métal une extension de leurs univers virtuels. La voix du présentateur résonna soudain sous la haute charpente métallique, brisant le murmure des forges. Les mots étaient solennels, accueillant les participants dans ce temple de la création. 4 forgerons s'apprêtaient à s'affronter dans la plus grande compétition de forge. Le règlement était simple mais impitoyable, 3 manches distinctes. Et à la fin de chacune d'elles, une élimination directe. Les décisions reposeraient entièrement sur les épaules des juges installés en retrait. Ce seraient eux, et eux seuls, qui détermineraient qui méritait le titre de meilleur forgeron et repartirait avec un chèque de 10 000 $. L'invitation à commencer fut lancée. Devant chaque participant, les enclumes étaient dissimulées sous un épais tissu sombre. D'un geste synchronisé, les forgerons découvrirent ce qui les attendait. Sous le tissu se trouvaient 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis de poudre d'acier. Le défi initial était de taille. Il ne s'agissait pas de fabriquer un seul couteau, mais bien 2 pièces parfaitement identiques. Faire 2 couteaux en 3 heures représentait une tâche herculéenne. L'exercice imposé consistait à réaliser un acier de Damas en boîte. Une technique redoutable et particulièrement stressante où la moindre poche d'air pouvait ruiner des heures de travail. Les paramètres fixés par le jury étaient stricts. Les lames devaient mesurer impérativement entre 18 et 23 cm de long. De plus, ceux qui parviendraient à franchir cette première étape devraient ultérieurement ajouter une garde et une poignée à ces lames pour en faire des armes pleinement opérationnelles. Les critères d'évaluation finale ne laisseraient aucune place à l'approximation. La solidité et la durabilité seraient testées sur une tôle de métal.
tandis que le tranchant et la puissance de pénétration seraient mesurés sur un sac de frappe. 3 heures étaient accordées pour cette première phase. Le compte à rebours commença. Chapitre 2. La course contre la montre. L'idée d'extraire 2 pièces d'acier fonctionnelles à partir de conteneurs de poudre était inhabituelle et exigeait une gestion du temps rigoureuse. Les candidats devaient mener plusieurs tâches de front pour rentabiliser chaque minute. Certains choisirent de s'occuper d'abord de la préparation de la boîte, en la plaçant dans le feu pendant que la première chauffait. Il y avait théoriquement assez d'acier dans ces conteneurs pour réaliser des lames de 20 cm, mais la marge d'erreur restait infime. Dans son atelier personnel, Paul Raspe avait l'habitude de fabriquer un seul couteau par mois. Devoir en produire 2 en l'espace de 3 heures tenait de la folie pure. Pour surmonter cet obstacle, Paul décida de diviser équitablement ses matériaux dans chaque récipient afin d'obtenir des motifs de damas aussi proches que possible. Il prit soin de refermer les boîtes tout en laissant une infime évacuation d'air. Une astuce technique indispensable pour éviter que l'augmentation de la pression interne ne fasse exploser le couvercle sous l'effet de la chaleur. Il enfourna les 2 pièces en même temps dans le foyer. Cette méthode lui permettait de ne pas perdre le fil de sa réflexion, en retirant une boîte. Il gardait toujours une action en cours. Si Paul se sentait capable de finir une lame unique dans les temps, gérer 2 conteneurs en parallèle représentait une toute autre histoire. Pendant ce temps, Cody Adelson appliquait une méthode scrupuleuse. Il nettoyait soigneusement l'intérieur de ses boîtes métalliques avec de l'acétone. C'était une précaution essentielle, car toute impureté pouvait empêcher la soudure de la poudre d'acier. Si l'on ne parvenait pas à décoller la boîte après la chauffe, le projet entier était compromis. Il fallait nettoyer absolument tout ce qui entrait dans le récipient. Cody choisit de placer les éléments les plus denses d'un côté et les poudres plus fines de l'autre, pensant qu'une répartition sectorisée offrirait une meilleure homogénéité visuelle après la révélation du damas, plutôt que de tenter un mélange aléatoire. Une fois les conteneurs scellés, il fut temps de les projeter dans le brasier. La technique du damas en boîte comptait de nombreux détracteurs parmi les puristes. Si une délamination, c'est-à-dire une mauvaise soudure entre les couches de métal, se produisait à l'intérieur de la boîte, le forgeron ne s'en rendait compte que bien trop tard, souvent lors de l'émoulure finale. C'est pourquoi, pendant le remplissage, il fallait veiller à ce que la poudre pénètre dans les moindres recoins pour éliminer tout vide structurel. Gary, emporté par l'urgence du chronomètre, négligea cette étape de nettoyage minutieux. Il commença à souder ces éléments directement, prenant un risque considérable que les juges ne manquèrent pas de noter. Gary restait pourtant confiant, persuadé que sa méthode empirique fonctionnerait. Après tout, il fabriquait régulièrement des couteaux similaires dans sa propre forge. Et l'idée de travailler sur 2 pièces simultanément ne l'effrayait pas. Une fois ses boîtes remplies, Gary en déposa les couvercles avec soin. Souder les couvercles uniquement par l'extérieur comportait le risque de les voir sauter sous l'action de la presse hydraulique. Certains forgerons préféraient insérer le couvercle légèrement à l'intérieur de la boîte pour contenir la poussée des gaz. L'essentiel restait d'obtenir une fermeture hermétique dénuée de vide. Il restait 2h30 au compteur. À ce stade, la gestion de la température devenait critique. Sans une chaleur adéquate, la soudure de forge était impossible. Il fallait atteindre le point de fusion superficielle du métal et maintenir cette température pendant au moins 10 minutes supplémentaires. La couleur recherchée pour cette première soudure initiale s'apparentait à celle du beurre fondu. Un jaune éclatant et presque blanc. La presse entra en action, appliquant une force constante sur les 4 faces des blocs incandescents. Le métal de Tim, un autre concurrent discret mais efficace, affichait la teinte idéale. La pression ferme laissa présager une soudure solide. Paul Raspe prit le relais pour effectuer la même opération. Dans l'apprentissage de la forge, une règle d'or voulait que lorsque le métal semblait assez chaud, il fallait le laisser encore